Chers Normands, bonsoir. Merci de votre présence pour suivre ce débat live sur le sujet de l'environnement, un sujet cher à tous nos concitoyens et qui est tout aussi cher aux intervenants autour de cette table. Et en premier lieu à Hubert de Jean de la Bâtie. Hubert, vous êtes vice-président de la région Normandie en charge de l'environnement, de la mer, du littoral et de l'énergie. Vous êtes maire de Sainte-Adresse en Seine-Maritime, président du conseil d'administration du Conservatoire du littoral et ancien professeur d'histoire-géographie. Hubert, bonsoir. Merci d'être présent parmi nous. Bonsoir Alexandre. Je me tourne maintenant vers Didier Peralta. Bonsoir Didier, vous êtes conseiller régional, président de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable et maire de Gruchet-Lavalas en Seine-Maritime. Bonsoir Didier. Bonsoir. J'accueille maintenant Didier Ferret. Didier, vous êtes conseiller municipal de la commune d'Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime et vous êtes président de l'association du Chêne qui agit depuis 1980 pour le respect et la défense de la faune sauvage, notamment par les actions de sensibilisation des citoyens ou d'accueil et de soins aux animaux sauvages en détresse. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors le thème de ce soir, l'environnement, est un sujet aussi vaste que fondamental pour notre époque. Et quand on aborde ce sujet de l'environnement, on s'attaque en fait à une multitude de domaines. L'environnement, c'est d'abord la préservation de la biodiversité, la préservation de la faune, de la flore et de tous les espaces naturels sensibles. C'est aussi le développement durable, c'est-à-dire l'adaptation de l'activité humaine aux enjeux environnementaux, qui passe donc par un renouvellement de la production et de la consommation, notamment par les circuits courts, par la mobilité douce. Et c'est enfin et surtout la conduction de grands projets sur le long terme que les régions françaises mènent bien souvent. Ce sont devenus les premiers acteurs de l'écologie dans les territoires. Et la région Normandie a su être précurseur en la matière, sous l'égide d'Hervé Morin et de vous, Hubert. Et justement, pourriez-vous nous présenter les grandes actions menées par la région en la matière depuis 2016 ? Oui, merci Alexandre. Bon, d'abord peut-être il faut préciser que c'était pas forcément à moi de commencer, puisqu'on attend Stéphanie Maubet qui doit nous rejoindre, mais qui est bloquée dans un bouchon. Donc voilà, donc, je l'excuse et puis elle va nous rejoindre. Je crois qu'Alexandre, vous avez des nouvelles et elle ne devrait pas tarder. Donc on démarre sans elle et on s'en excuse bien évidemment. Bon, pour ce qui concerne l'environnement et la région, bon, on a déjà un président de région, Hervé Morin, qui est sensible, puisque vous le savez, il est originaire d'une région rurale où il a toujours fait preuve de beaucoup d'intérêt pour la question environnementale. Et donc, très vite, j'ai eu la mission avec Didier, et puis avec toi aussi, Didier, on a eu la mission de dire il faut que tout de suite, on attaque les dossiers et qu'on ne perde pas de temps, parce que dans beaucoup de sujets, notamment on en reparlera dans le domaine du réchauffement climatique, il y a urgence. Donc on s'est mis très rapidement au travail. C'était d'ailleurs la lettre de mission d'Hervé dans tous les domaines. On s'est mis très rapidement au travail, facilité, il faut dire, par le fait que nous étions prêts à la réunification de la Normandie. Et donc en matière d'environnement, on a conçu très rapidement des programmes régionaux. Et le travail a payé. Le travail que nous avons mis tout de suite sur le terrain pour les dossiers a été efficace et a donné des résultats. Je vais vous donner un certain nombre de choses. On s'imagine bien évidemment que l'écologie est le privilège de certains. Non, très vite, nous nous sommes bien évidemment mis au travail sur des sujets qui ont notre sensibilité. Il faut qu'on le dise et on le redira, je pense, tout à l'heure lorsqu'on va parler de notre manifeste pour l'écologie positive. Je crois que nous sommes intimement persuadés que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Et nous avons donc travaillé tous ensemble, en équipe, et ça a été remarquablement efficace. Quelques exemples. D'abord, Didier en reparlera, lorsque l'État a voulu lancer son agence française de la biodiversité, on était là. Et je te laisserai tout à l'heure, bien évidemment, raconter l'histoire qui a fait de nous une des premières régions françaises sur ce sujet. Un autre sujet, peut-être moins glamour, les déchets et l'économie circulaire. Ça va être un vrai problème, la question des déchets. Et là encore, nous nous sommes bien évidemment attelés à la tâche avec les services de la région qui sont excellents. Et nous avons été la première région française à appliquer un plan régional des déchets. Ça ne veut pas dire que la région s'occupe des déchets, ça veut dire qu'elle coordonne toute l'action qui se passe sur le territoire régional. Donc ce premier plan a été adopté et puis bien évidemment les autres régions derrière ont suivi, mais nous avons été les précurseurs. Précurseurs également pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment.
Nous avons été, avec le plan Normandie Bâtiment Durable, on a quand même mis 100 millions d'euros pour la rénovation énergétique, et ça a généré sur le marché de la rénovation énergétique, donc sur le tissu des PMI, PME du bâtiment, 700 millions de travaux. Donc ça a été extrêmement positif, et donc nous avons été la première région française à sortir un plan bâtiment durable, et nous avons été reconnus par le ministère qui travaille régulièrement avec nous sur ces questions et a souligné le rôle important de la région Normandie. D'autres exemples, l'hydrogène. Alors, j'ai un petit souvenir à vous raconter, c'est que lorsque nous sommes arrivés fin 2015, début 2016, on nous a dit, écoutez, de gens, vous allez être enquiquinés parce que la Haute-Normandie était plutôt tournée vers l'électricité, parce qu'il y avait l'usine de Cléon qui fabrique les moteurs de la Zoé. Et puis, en Basse-Normandie, c'était plutôt l'hydrogène, parce qu'il y avait le département de la Manche. Il faut reconnaître qu'ils étaient pionniers dans ce domaine-là. Ils le sont toujours un peu, bien sûr. Et ils nous disent, qu'est-ce que vous allez choisir ? Eh bien, nous n'avons pas choisi. Nous développons toutes les énergies, surtout si elles sont renouvelables. Et ça a été le cas. Et nous avons été lauréats d'un appel européen à un projet, la seule région française sur le programme EasyMob. Nous avons un réseau de stations à hydrogène et de véhicules qui commencent à circuler. Et je rappelle, si cet hydrogène est produit de manière renouvelable, c'est-à-dire sans recours aux énergies fossiles, eh bien, ça ne rejette absolument aucun gaz à effet de serre, et donc ça rejette juste de la vapeur d'eau. C'est donc à encourager. Enfin, dernière chose, dernier très gros succès, alors là, je termine par ça parce que c'est vraiment un très gros succès, nous sommes maintenant la première région française pour les énergies marines renouvelables. Nous sommes très en avance, et ça a été une volonté politique très forte. Alors je parle bien évidemment dans les énergies marines renouvelables de l'éolien offshore, je précise bien offshore, parce qu'il n'y a pas d'aide à l'éolien terrestre en Normandie, et nous n'en mettrons pas. Par contre, sur l'éolien offshore, nous nous sommes engagés très fermement, et nous avons 4 parcs maintenant qui sont en développement, et avec ces 4 parcs éoliens offshore, nous sommes, avec l'industrialisation qui va avec, très important, c'est-à-dire nous ne mettons pas des parcs qui sont fabriqués en dehors de chez nous, mais qui sont made in Normandie. Nous sommes la première région française pour l'éolien offshore. Donc vous le voyez, avec quelques exemples où nous sommes vraiment une région leader en France dans le domaine de l'environnement, la biodiversité, Didier en parlera, les énergies nouvelles, nous sommes vraiment en tête dans de nombreux domaines, et ça, c'est lié à la volonté politique que nous avons eue de nous mettre très vite au travail et de beaucoup travailler, et en équipe. Et ça, c'était vraiment un plaisir dans toute cette mandature de sentir cet enthousiasme et ce travail qui a été fait pour développer nos territoires. Merci Hubert pour cette belle entrée en matière. Une des actions de la région en la matière a également été de soutenir de nombreuses associations, de nombreux organismes citoyens, notamment celle du Chêne, qui est présidée par Didier Ferré, ici présent. Didier, pourriez-vous, dans un premier temps, nous présenter l'activité de votre association et enfin nous expliquer quel a été le rôle de la région, de son soutien pour votre association ? Avec plaisir. Donc, le Chêne, c'est le centre d'hébergement et d'études sur la nature et l'environnement, qui a 2 activités qui sont complémentaires. Une activité de sauvegarde de faune sauvage avec une clinique et donc toutes les infrastructures permettant donc l'hébergement dans de bonnes conditions des animaux. Et puis une équipe de sensibilisation à la protection de la nature et de l'environnement. Donc la région, donc tout ça ne peut être fait que par des professionnels. Donc ça sous-entend donc une équipe de salariés, et ça ne peut se concevoir qu'avec des subventions qui sont saines et sûres. Donc la région en assure effectivement, la région est le premier financeur du Chêne. Et sur plusieurs sujets. Donc effectivement, le fonctionnement de notre activité à hauteur de 130 000 euros par an, donc je n'hésite pas à le dire. Et puis des projets d'investissement que l'on soumet et qui sont acceptés. Donc on est en cours de construction d'une extension de notre bâtiment qui va accueillir dans le courant de l'année une nouvelle muséographie, de nouveau subventionnée à 90 000 euros par la région. Et enfin,
Et ça, c'est effectivement très exceptionnel parce que dans notre activité, on a constaté une surmortalité du hérisson. Et le hérisson cette surmortalité impliquait de chercher énormément de faire énormément d'analyses. C'est extrêmement coûteux. Donc nous avons soumis à la région donc un dossier pour se lancer dans des analyses. Et ces analyses, effectivement, donc ce dossier a été donc validé par la région et ces recherches scientifiques pourront être menées grâce au financement de la région. Elles sont en cours, hein, c'est ça? Et c'est en cours. D'accord. Les premiers résultats sont en cours d'analyse par le comité d'expertise scientifique. Et je pense que pour la fin du semestre, on aura les premiers résultats. Parce qu'on peut le dire, hein, le chêne est connu parce que de temps en temps, tu relâches des phoques ou des veaux marins et donc, à l'occasion, les écoles viennent, la presse vient, mais il y a aussi énormément d'autres choses. Parle-nous un peu des animaux. Enfin, excuse-moi, mais j'avais envie qu'on parle un peu de cette faune. Notre centre traite tous les ans, est en mesure de traiter 250 espèces d'animaux différents. 250 espèces avec, aujourd'hui, on a dépassé les 2600 spécimens sur les 2 dernières années. Et nous pensons que 2021, on va franchir la barre des 3000. Donc c'est toujours à peu près 80% d'oiseaux différents, donc aussi bien les oiseaux marins que les passereaux, que les rapaces. Et puis aujourd'hui 20% de mammifères, et ça c'est également très étendu. On parle du hérisson, du lapereau, du chevreuil, du blaireau, et donc toutes ces espèces-là nécessitent de la compétence et des structures. Et donc, si on n'a pas les structures pour pouvoir traiter correctement les animaux, ben on va à l'échec. Parce qu'il faut savoir que ces 2600 ou 3000 spécimens qui arrivent chez nous sont voués à la mort certaine si elles ne sont pas soignées. Et aujourd'hui, on peut affirmer qu'on en sauve à peu près la moitié en données brutes. Et en fonction des espèces et en données corrigées, on est entre 75 et 90% de réussite. Donc cette structure ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les subventions sont sécurisées. Et donc et la région est le premier financeur de nos activités. Et je crois que le président s'est engagé et tu peux compter sur nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Didier. Des associations comme la vôtre, j'imagine qu'il y en a un certain nombre. Il y a peut-être d'ailleurs des gens qui travaillent, qui sont parmi nous sur ce live. Quelles sont les relations entre les différentes associations? Est-ce qu'il y a une complémentarité, un travail collectif, en tout cas sur votre territoire? Alors on a toujours travaillé en partenariat avec les associations qui sont des associations de terrain, d'observation, que ce soit la LPO, le GON, le GMN, l'Estran, enfin toutes les associations donc du territoire. On a des relations avec elles et on travaille en partenariat. Le fait d'accueillir et de traiter des animaux est aussi pour eux des enseignements. On a besoin d'échanger nos informations et donc pour résoudre quelquefois certains problèmes. Alors on précise, hein, le GON, groupe ornithologique normand, LPO, la Ligue de protection des oiseaux, etc. Et le GMN, le groupe mammalogique normand. Voilà. Merci beaucoup Didier. Hubert, il y a un point que l'on souhaitait particulièrement aborder, notamment dans le bilan de la région. On disait tout à l'heure qu'elle était précurseur, et il y a un accomplissement dont elle peut être fière, c'est la création de la première agence régionale de la biodiversité et du développement durable, dont vous, Didier Peralta, êtes le président. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de cette agence, ses moyens, ses actions principales ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Brièvement, ça va pas être facile, parce que c'est un peu notre passion et notre fierté, parmi tout ce qu'a pu citer Hubert. Cette création de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, c'est notre fierté en termes de nouveautés. En fait, lorsque ce qu'on appelle la loi sur la biodiversité et la reconquête des paysages est sortie, Hubert a été le premier à signaler en haut lieu au niveau de l'Agence française de la biodiversité, mais nous, on est d'accord, on veut créer notre Agence régionale de la biodiversité. Sauf qu'on a eu une grande idée,
que sur le coup, on n'a pas regretté, bien entendu, mais on s'est mis des difficultés puisqu'on a voulu la monter avec tout le monde. Il n'était pas question de créer notre propre agence régionale et de faire de l'entre-soi. On a voulu travailler avec les 5 départements normands, on a voulu travailler avec les universités, on a voulu travailler avec l'OFB, enfin l'AFB est devenu maintenant Office français de la biodiversité. On a voulu travailler avec toutes les associations environnementales, avec l'État, bien entendu. Et tout ça, ça a demandé du temps, mais on est arrivé au bout du compte à créer cette agence régionale de la biodiversité que l'on a voulu appeler Agence normande, parce qu'on est fiers d'être normand, et on a voulu y adjoindre le développement durable pour faire une grande agence normande de la biodiversité et du développement durable. C'est une première en France. On est les seuls en France à avoir créé ce groupement d'intérêt public, l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Alors, aujourd'hui, on va plus parler biodiversité. Alexandre m'a demandé plus de parler de la biodiversité aujourd'hui, ce que je fais bien sûr avec plaisir. Et bonjour Stéphanie, à qui je vais laisser ma place tout à l'heure. Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous rejoindre. Donc, je parlais de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Quels sont les buts de cette agence? C'est avant tout la connaissance. On a trois grands thèmes. La connaissance, parce qu'on ne peut protéger que ce que l'on connaît bien. Donc, c'est regrouper toutes les dont le chêne, bien sûr, fait partie, regrouper toutes les associations, toutes les structures qui peuvent travailler sur la connaissance. Ensuite, c'est la reconquête, parce que c'est bien de protéger, mais ce n'est pas suffisant. Il faut reconquérir des territoires qui ont besoin de biodiversité, recréer des trames vertes et bleues, recréer des corridors écologiques. Et ça, on y travaille au quotidien. C'est le rôle de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Et puis, bien sûr, vulgariser, parce que il y a des choses extraordinaires qui se font sur le territoire normand et il faut le faire savoir. Il faut par l'exemple qu'on puisse présenter ce que certains territoires font. Et c'est aussi le rôle de l'agence. Alors l'agence, notre grande fierté avec Hubert, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça a été de faire ça avec tout le monde. Aujourd'hui, on a plus de 200 membres ou partenaires associés de notre agence. La quasi-totalité des associations environnementales qui comptent dans la région sont au moins partenaires de notre agence. On a toutes les grandes collectivités et de plus en plus de monde. Et bien sûr, le chêne en fait partie. Et je veux vraiment remercier Didier d'être présent ce soir et du travail absolument extraordinaire qu'il fait. 3000 animaux soignés dans l'année. On en parlait dans la voiture en venant, plus de 14 départements qui font appel au service du chêne. Donc merci à toi. Je faisais une parenthèse, mais voilà, des associations comme ça, il y en a partout en Normandie. Comme je vous le disais, plus de 200 qui sont membres de notre agence normande de la biodiversité et du développement durable. Je t'avais prévenu, Alexandre, j'allais être trop long. Non, il n'y a absolument aucun souci. Pour continuer sur les actions de la région en la matière, vous l'aurez compris, l'environnement est un sujet qui nécessite beaucoup d'expertise. On a besoin de professionnels pour mener à bien les missions environnementales. Et la région Normandie s'est souciée de ce sujet pour créer le GIEC normand. Alors, pour resituer un petit peu, le GIEC est un bel acronyme pour dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, il a été mis en place en 1988. C'est une organisation internationale qui regroupe de nombreux experts sur le climat, donc des climatologues, des géographes, des agronomes, des biologistes, des géologues, des épidémiologistes ou encore des océanologues. Et toujours dans la poursuite d'un objectif de proximité de son action avec les territoires et avec ses citoyens, la région Normandie a créé un GIEC normand qui regroupe donc des experts normands chargés d'appréhender les conséquences du réchauffement climatique sur la Normandie, puisque, on le disait tout à l'heure avec Hubert, le réchauffement climatique et les problèmes de qualité de l'air ne touchent pas que le pôle Nord et les ours polaires, puisque c'est une crise qui peut arriver jusqu'au pas de notre porte. Hubert, peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu plus de ce GIEC normand, de sa composition, de son rôle, son action ? Oui, tout à fait. Alors, le GIEC normand, tu l'as fort bien dit, ça partait d'une idée simple, c'est que dans l'imaginaire, si on fait une animation dans les écoles ou si on en discute, tout le monde s'imagine effectivement la fonte de la glace au pôle ou des grands glaciers. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose qui n'est pas chez nous et qui pourrait laisser croire que finalement, chez nous, ça se passe sans effet. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, l'idée était très vite de dire, attention, en Normandie aussi,
nous avons à faire face au réchauffement climatique et à ses conséquences. Et nous avons des décisions à prendre qui vont engager l'avenir. Et pour prendre les décisions, nous avons besoin d'éclairer nos choix. Et comment on éclaire les choix? En les objectivant avec la connaissance scientifique. Et dans un premier temps, nous avons souhaité avoir uniquement des scientifiques. Parce que quand on a créé le GIEC, c'était une idée qui a séduit tout le monde. Tout le monde a voulu venir. Et on a dit, attendez, dans un premier temps, c'est une démarche scientifique. Après, et c'est la phase que nous avons attaquée maintenant, toutes les parties prenantes vont venir. Je me tourne vers Stéphanie, par exemple, les chambres d'agriculture vont participer. Mais dans un premier temps, nous avions besoin de l'expertise scientifique. Et c'est ce que Hervé Morin a souhaité, qu'on confie à une autorité vraiment reconnue, à Rouen, Benoît Léniel, et à Caen, Stéphane Costa, 2 scientifiques qui ont monté une équipe et qui ont travaillé dans tous leurs domaines pour dire comment ils allaient organiser leurs études et quelles allaient être les conséquences. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a un petit film très rapide qui est fait en première approche pour le grand public qu'on peut projeter dans les écoles ou que les enfants peuvent regarder, puisqu'il est très instructif sur c'est quoi le réchauffement climatique en Normandie. Et vous allez voir que nous avons à nous préparer à ce qui arrive. Et nous avons essayé, bien évidemment, à partir de là, de dessiner 2 choses. Premièrement, comment on peut éviter d'aggraver le réchauffement climatique et deuxièmement, comment on peut s'adapter au réchauffement climatique. On travaille les 2. On a parlé de la transition énergétique et des énergies propres, c'est-à-dire qui n'émettent pas de CO2 ou des économies d'énergie, puisqu'on parlait du bâtiment tout à l'heure. Ça, c'est une chose. Mais bien évidemment, nous allons avoir, et Stéphanie le sait bien, notamment tous les maires littoraux le savent bien, le réchauffement climatique a un impact direct sur le trait de côte et il y a une reprise d'érosion qui est très forte. Donc pour avoir tous les éléments qui permettent aux collectivités locales qui ont en charge le problème de prendre des décisions avisées, eh bien nous avons besoin de jouer collectif et de réfléchir sur des bases établies et que personne ne conteste. C'était le but du GIEC qui a remis son rapport scientifique et qui nous accompagne maintenant dans la réflexion sur comment réduire et s'adapter. Merci Hubert pour cette présentation presque exhaustive. Avant de passer à notre seconde partie qui sera plutôt portée sur le développement de l'activité humaine de manière durable en réduisant l'empreinte écologique de celle-ci, on va prêter un petit peu attention à toutes celles et ceux qui nous suivent. On a notamment Dimitri Deneuve qui nous souhaite bonsoir, Manu Coyer qui nous dit nous suivre depuis le Sud-Manche, sous la grêle apparemment. Michel Gauthier qui vient d'Octeville-sur-Mer, Sacha Devilliers qui nous salue, Imérix Le Gaulois, bonsoir. Le président de l'ACDPM BSPC Sacha Devilliers du Havre. Vous êtes donc nombreux à nous suivre, merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous poser des questions. Nous sommes attentifs à vos commentaires et porterons vos questions auprès des différents intervenants. On a Philippe Mandonnet qui nous dit que effectivement l'écologie est l'affaire de tous et elle n'est pas antinomique avec le développement économique. On va maintenant passer donc à notre deuxième partie et je vais d'abord présenter Stéphanie qui vient d'arriver. Donc Stéphanie Maubé, vous êtes maire de Lessay dans la Manche. Vous êtes également éleveuse de moutons de Pré-Salé, oui. Donc à Lessay également. Et vous êtes candidate à l'élection régionale de Normandie sur la liste manchoise d'Hervé Morin. Bonsoir Stéphanie, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Ma première question de cette deuxième partie justement sera pour vous. Comment réduire, par quels moyens réduire l'empreinte environnementale de l'activité humaine, notamment celle de l'agriculture ? Oh, ça c'est une question passionnante, vaste, qui pourrait nous prendre toute la soirée. Mais il y a, alors, réduire son empreinte environnementale. Il y a 1000 choses à faire. Moi, je vais pouvoir parler de l'élevage, parce que l'élevage, c'est la dimension agricole que je connais le mieux, que je maîtrise le mieux, davantage que les grandes cultures végétales. L'élevage, c'est une invention géniale. C'est la première découverte agricole de l'humanité et en fait, c'est un ressort autonome et super génial qui consiste à élever des animaux qui broutent des végétaux. Ces animaux, en ingérant les végétaux, ont la capacité de les transformer en protéines, ce qui les rend assimilables par nous, les humains.
Donc là, on a résumé en 3 phrases tout le génie de ce qu'est un ruminant qui nous permet à nous, humains, de valoriser toute la cellulose qui est contenue dans l'herbe. Si on broutait l'herbe directement, on ne pourrait pas prendre du poids, on ne pourrait pas se développer, on ne pourrait pas se nourrir, etc. Et donc, le ruminant, l'animal d'élevage, c'est donc un outil génial parce qu'il s'est adapté depuis 10 000 ans, depuis qu'on l'a domestiqué et qu'on l'a façonné au type d'utilisation que nous, humains, on veut en faire, au type d'utilisation pastorale et puis plus récemment d'élevage moins herbagé. Mais donc cet animal, on peut continuer à le façonner, c'est-à-dire que par les choix d'élevage que l'on fait, par le choix des reproducteurs que l'on sélectionne dans un troupeau, on peut amener ces animaux à être plus résilients. Et c'est ça le levier que je vois. C'est-à-dire que les animaux, ils portent en eux la capacité de s'adapter au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est une dimension assez floue et assez vaste, mais nous, les éleveurs, on l'aperçoit de manière très concrète. C'est de l'herbe qui pousse moins, qui grillent l'été, qui poussent plus tard au printemps. C'est des nouveaux parasites qui étaient plus sudistes jusqu'à présent et qui remontent en France. Donc on a désormais certains parasites et certaines maladies sur nos animaux en Normandie qui, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, ne se trouvaient que dans le sud. Donc on a une véritable responsabilité, nous éleveurs, d'adapter nos animaux à supporter ces nouvelles conditions, c'est-à-dire à s'adapter à la nouvelle végétation. La nouvelle végétation, c'est des nouvelles plantes, la disparition de d'autres plantes, hélas, et la souplesse que doivent avoir les animaux pour que quand leur plante préférée vient à disparaître et ne pousse plus pendant les 2 mois de sécheresse de l'été, il faut que les animaux aient la capacité à être curieux et à aller brouter d'autres plantes, soit d'autres plantes qui poussent par terre, soit qui lève la tête et qui dit tiens, une haie bocagère, cette feuille a l'air pas mal, et que finalement nos animaux trouvent une autre manière de valoriser les haies bocagères en les utilisant comme ressources fourragères alternatives d'été. Donc nos animaux, ils portent en eux ce potentiel, mais c'est à nous, éleveurs, de le développer. C'est à nous, éleveurs, d'apprendre à nos animaux à être sobres et à moins manger l'hiver, moins manger l'été, mais mieux valoriser toute l'herbe qui va pousser naturellement au printemps et en automne. Donc on a un grand rôle à jouer en éduquant nos animaux, de la même manière qu'on éduque nos enfants, quand on explique à nos enfants qu'ils doivent manger équilibré et des épinards et pas que des gâteaux au chocolat. On peut faire la même chose auprès de nos animaux. Donc il y a plein de leviers parce qu'on travaille avec du vivant. Et c'est la même chose pour la dimension végétale, c'est-à-dire que on a dans nos banques de semences plein de variétés potagères qui sont plus rustiques mais moins productives que celles que l'on trouve dans les grandes cultures. Et c'est intéressant d'aller repuiser dans ce patrimoine génétique-là des atouts ou des capacités d'adaptation qui peuvent nous permettre de faire face aux enjeux alimentaires de demain. On a tout ça. Et j'insiste sur ça. Quand je dis on a tout ça, c'est nous tous en France, mais surtout nous tous en Normandie, parce que l'agriculture normande, elle est d'une richesse, elle est d'une diversité incroyable. On est la région où il y a le plus de races locales, et quand on dit race locale, c'est pas juste une race qui porte le nom d'une ville ou d'une région. C'est une race qui a été adaptée et développée pour s'adapter à une certaine climatologie, à un certain terroir, à une certaine pluviométrie, à une certaine végétation, à certaines pratiques. Donc on a ce patrimoine agricole en Normandie qui est parmi les plus riches de France. Et cet atout, il faut absolument pas qu'on passe à côté parce que ça fait partie des cordes qu'on a à notre arc. Merci beaucoup. Dans la poursuite des objectifs qu'on présente depuis tout à l'heure, quelles sont les relations entre l'éleveur et les différentes collectivités territoriales, notamment la région est-ce qu'il y a un travail qui est fait main dans la main ou avec les chambres d'agriculture? Comment fonctionne un petit peu tout cet écosystème et qu'est-ce qu'il donne sur le terrain finalement? Ça, c'est une question intéressante. C'est quel est le résultat concret? Parce que mettre des tableaux de vaches, des posters de vaches au salon de l'agriculture pour les mettre en valeur, c'est bien, c'est bon pour le moral, mais ça ne se traduit pas concrètement. Les races menacées, il faut savoir qu'elles sont reconnues officiellement comme étant des véritables atouts pour les territoires. Et au niveau européen, la PAC, la politique agricole commune, avait
créé depuis très longtemps des primes pour ces races menacées. Mais il appartenait à chaque région de les activer ou pas, ces primes races menacées. Et jusqu'à il y a 5 ans, la Normandie était la seule région qui n'avait pas activé sa prime race menacée. C'est-à-dire que les éleveurs qui s'engageaient dans la sauvegarde de leur patrimoine et dans le fait de perpétuer des traditions d'élevage et de produire de la viande de qualité n'étaient pas récompensés, n'étaient pas reconnus. Il a vraiment fallu l'arrivée d'Hervé Morin et de son équipe pour décider de manière politique et volontariste d'activer ces races menacées, parce que c'est une manière concrète de dire aux éleveurs ce que vous faites, ça a plus de sens que simplement produire de l'alimentation, produire de la viande. Ce que vous faites, c'est en choisissant des races locales, c'est perpétuer quelque chose qui existe, qui est traditionnel, qui est ancré. C'est pas juste des traditions d'élevage, c'est des traditions gastronomiques, pastorales, puisque les choix d'élevage concourent à façonner nos paysages. Le bocage normand, il est indéfectiblement lié à la production laitière. Ce que je connais le mieux, c'est dans la Manche, c'est dans la Hague. Les côtes venteuses de la Hague, elles sont complètement façonnées par la capacité qu'ont les moutons roussins de la Hague à la pâturer en étant dans les embruns toute l'année, hiver comme été. Et donc chaque race, elle raconte quelque chose de son paysage. Et il serait formidable que chaque habitant de la Normandie comprenne le lien entre un animal, entre la manière dont l'humain l'a façonné et le paysage qu'il a devant lui. Et donc la gestion de l'environnement qui en découle et la manière dont ces éléments paysagers, ils influent sur la gestion environnementale. Le bocage, c'est pas juste pour faire joli, pour faire des jolis carrés sur les cartes postales. C'est des talus, ce sont des haies qui sont riches en arbres en essence très diversifiés. C'est de la biodiversité, c'est de la vie faune, ce sont des couloirs de migration. Enfin, il y a tout ça derrière. Et je trouve que la porte d'entrée animale et race locale, elle nous raconte quelque chose parce qu'elle est avant tout épicurienne. L'objectif d'élever ces animaux, c'est bien de produire de la viande ou du lait ou du miel. Et on a quelque chose de très tangible. C'est-à-dire que n'importe quel habitant, par le fait de prendre du plaisir dans son assiette, par le fait de cuisiner un repas généreux, convivial, eh bien en fait, il concourt à préserver son territoire et à affirmer qui il est, à affirmer une tradition, une identité locale. Et tout ça, à mes yeux, ça a beaucoup de valeur. Et le fait que nous, on travaille à recréer ces maillons et à redonner du sens à tout ça, au fait de manger, d'admirer un paysage, d'élever une race locale, on recrée une chaîne vertueuse. Merci beaucoup Stéphanie. Vous l'aurez compris, l'élevage et l'agriculture sont une partie intégrante des politiques de l'environnement, de préservation de la biodiversité. Et il en est une autre qu'on a brièvement abordée tout à l'heure et je pensais qu'il serait opportun d'en parler un petit peu plus. C'est le domaine de l'énergie. En la matière, justement, quelle politique mener sur ce sujet? Est-ce qu'il vaut mieux tout parier sur un ou deux moyens de production d'énergie ou sur le multimodal, s'adapter au territoire, avoir un plan régional ou plus local? Comment organiser la production d'énergie dans une région? Ben écoutez, je vais vous répondre, mais d'abord, je voudrais répondre à Stéphanie, parce qu'elle a cité beaucoup de mots que vous retrouverez dans le manifeste de l'écologie positive qu'on a rédigé ensemble avec Didier et qui résume toutes les valeurs qu'on a mis en route. Et dans ce qu'elle dit, elle a parlé par exemple d'avoir du plaisir à retrouver des produits sains, de retrouver des circuits courts. Je vais prendre un petit exemple, on en a parlé ensemble. On est tous passionnés par ce que nos enfants ont dans leur assiette parce qu'on veut la meilleure qualité de nourriture. Et quand je demande, par exemple, dans mes écoles à Sainte-Adresse, que j'aime bien qu'on ait du bio, et qu'on me dit, mais pas de problème, c'est du bœuf bio, et que je regarde et qui vient d'Uruguay, l'Uruguay est un pays magnifique, mais c'est pas ça que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir promouvoir nos races locales et pouvoir, en circuit court, déguster des produits qui viennent à proximité, qui ont donc un bilan carbone plutôt positif. Et donc, c'est une démarche d'écologie pragmatique et volontaire. C'est ça que nous défendons, pas de dogmatisme, mais quelque chose qui est sur le plaisir de manger beau et bon. Je crois qu'il faut qu'on réassocie pour les enfants le plaisir de manger.
Et aussi, peut-être qu'on lancera des expérimentations dans la prochaine mandature, si le dieu électoral nous est favorable, comme dit toujours notre président, parce que je pense que les jeunes ont très envie d'apprendre à cuisiner. Et je pense que ça va être le plaisir de manger, il est lié au plaisir de cuisiner. Quant aux races normandes, Stéphanie a parlé presque beaucoup d'agriculture. Pas vraiment, parce qu'elle a montré que ces races-là sont résilientes par rapport au changement climatique, parce qu'elles sont adaptées au territoire et elles peuvent continuer à s'adapter. Donc c'est très important parce que finalement, lorsqu'on est dans toute cette chaîne de l'écosystème, eh bien, on voit bien qu'il y a une adaptation progressive au changement climatique. Alors, je retombe sur mes pieds et le changement climatique. S'il y a quelque chose qu'a montré le GIEC, une chose évidente, notre ennemi, c'est le CO2. C'est ce qui déclenche tout. C'est celui qui crée le gaz à effet de serre. Alors effectivement, il y a aussi le méthane, et on parlait d'élevage, bien évidemment, il y a l'élevage bovin, notamment, est émetteur de méthane, sauf que quand vous avez de l'élevage bovin, vous avez de la prairie, et vous avez un paysage bocagé avec des haies. Et donc, vous avez 2 puissants puits de carbone pour fixer ce CO2 qu'est la prairie. Sinon, s'il n'y a pas cet élevage, la terre est labourée et donc il n'y a plus d'absorption et de la pluie et du gaz à effet de serre. Donc, je referme ce petit chapitre sur le monde rural. On va parler un petit peu d'énergie. Notre ennemi, c'est le CO2, donc il ne faut pas en émettre. Donc, ça veut dire qu'il faut être plutôt sobre en énergie. On y arrive. C'est tous ces plans pour économiser l'énergie dans le bâtiment dont j'ai parlé. Donc, ils sont assez efficaces parce que c'est un gros succès et on va le reconduire. Et puis, bien évidemment, c'est produire une énergie qui soit... notre idée, elle est de trouver une énergie idéale, c'est-à-dire une énergie qui ne soit pas fossile, donc qui soit renouvelable, qui soit le plus local possible, donc indépendance énergétique de notre territoire et par là même de notre pays. Et enfin, dernière chose, que ça n'émette pas de gaz à effet de serre. D'accord ? Et c'est pour ça que nous avons développé toutes ces filières qui sont l'éolien offshore, mais aussi l'hydrolien, puisque nous avons, je le rappelle, un projet dans la Manche de ferme pilote, c'est-à-dire en gros une hélice qui est sous l'eau, qui tourne très lentement, qui produit beaucoup d'électricité, grâce à un courant marin qui s'appelle le Rat-Blanchard. Et puis nous avons aussi nos 4 parcs éoliens offshore. Je rappelle qu'il y a déjà 700 emplois qui ont été créés à Cherbourg avec une filière française de fabrication de pales d'éoliennes. Et il y a en construction au Havre cette fameuse grande usine Siemens Gamesa qui va fournir une partie des éoliennes des parcs français. Je rappelle, Fécamp, Courseulles, Dieppe-le-Tréport, et puis le prochain qui sera encore plus au large, disons, pour faire court, près de Barfleur, mais enfin on est à 35 km en mer, hein, donc on est quasiment invisible de la côte. Hein. C'est une installation au large. Donc voilà, en gros, nous partons sur les énergies renouvelables, ça fournit de l'emploi et ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Mais en même temps, je peux déjà vous dire que la région pense avec les industriels à faire un captage massif de CO2 de la part des industriels. Eux sont convaincus de se lancer dans cette expérience. Nous souhaitons aussi, le gros problème, et il faut que la recherche nous aide, c'est comment peut-on réemployer le CO2 qui est émis. Merci Hubert, et vous m'offrez de merveilleuses transitions pour finir cette partie. L'industrie doit effectivement être un acteur principal puisque c'est lui qui permettra de produire une énergie plus propre, qui pourra réduire ses émissions de CO2, son emprise sur le territoire. Comment aider l'industrie et d'ailleurs toutes les entreprises en général à réduire leur empreinte? Comment la région peut agir en ce sens? On travaille, il y a tout un groupe d'entreprises et d'industriels qui se réunissent pour justement imaginer comment ils peuvent avoir une démarche plus vertueuse en matière d'environnement. Ils en font tous déjà, il ne faut pas non plus croire que l'industrie très polluante comme on a pu la connaître au début du siècle est encore valable. C'est plus du tout ça. Et les industriels sont les premiers à nous dire, de toute façon, nous savons que nous devons changer si nous voulons rester.
C'est-à-dire qu'en gros, nous souhaitons que nos régions gardent de l'industrie. Nous souhaitons même réindustrialiser. On l'a vu avec l'affaire des masques ou des vaccins. C'est quand même très pénible de dépendre de l'étranger lorsqu'on a besoin de masques ou lorsqu'on a besoin de vaccins. Donc réindustrialisons. Et Hervé Morin le disait, notamment dans le Sud-Manche, on sent que des territoires se portent bien parce que le bourg est plein de vitalité, parce que tous les commerçants sont ouverts. Eh bien, on s'aperçoit que quand un gros bourg va bien, c'est qu'en règle générale, il y a une industrie juste à côté. Donc nous avons besoin de l'industrie dans ces territoires, à nous de les verdir et d'aider les industriels à se verdir. Ils sont prêts, ils ont besoin qu'on les aide dans l'expérimentation. Didier est élu d'une grande région industrielle, enfin tu es proche de la basse vallée de la Seine. Je crois que tu peux dire... avec Virginie Carollo, les efforts qui sont faits, notamment dans tout le coin de Port-Jérôme. Oui, tu as complètement raison, Hubert. C'est devenu maintenant une habitude des industries d'avoir des politiques environnementales. Et on n'est plus du tout dans l'affrontement. Tout à l'heure, Philippe Mandonnet, dans le message, disait que la biodiversité, le respect de l'environnement, le respect de l'écologie, pouvait tout à fait aller de pair avec le développement économique. C'est le cas, et on le prouve chez nous. Je ne vais pas encore reparler de la NBDD, mon agence, j'en suis tellement fier, je suis désolé, mais on est en train de monter des partenariats avec des entreprises qui veulent s'investir dans la reconquête de la biodiversité, dans des politiques environnementales fortes. Et toutes les chambres d'agriculture, ma chère Stéphanie, sont membres de la NBDD aussi. Et on travaille beaucoup avec eux. Peut-être, j'avais une petite question avec mon voisin, là, Didier. Dans les animaux que tu soignes, qui sont blessés, est-ce que ce sont les activités humaines qui génèrent ces blessures? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est la circulation automobile? Est-ce que c'est le comportement des gens? La première cause d'accueil, c'est le ramassage jeune. Donc ça, effectivement, c'est la nature. Ouais, c'est comme ça. Et en revanche, la seconde, c'est la circulation. C'est la circulation, ouais. Oui. Beaucoup plus que l'industrie. Beaucoup plus que l'industrie. D'accord. Et assez anecdotiquement, une des causes d'accueil aussi, c'est la multiplication des baies vitrées à grande surface. Et les oiseaux, c'est une catastrophe. D'accord. Donc j'ai qu'un conseil à donner aux gens qui auraient des baies vitrées trop grandes, c'est de mettre des silhouettes dessus, donc qu'on peut trouver aussi bien de configuration un peu moderne et des choses comme ça, ce qui permettrait donc à l'oiseau de ne pas entrer dans la baie vitrée. D'accord. D'où il y a les points rouges aussi qu'on met assez fréquemment. Ça, les points rouges, c'est plus pour la sécurité, donc effectivement. Mais effectivement, c'est ça. C'est ce qui évite de choquer dans la baie vitrée, en fait. Parfait. Donc, je me suis permis d'associer Didier à cette petite réflexion. Ça m'offre une nouvelle fois une belle transition pour amorcer notre troisième partie sur la biodiversité normande. Et juste avant cela, je vais encore une fois faire participer un peu nos commentaires. On a Dimitri Deneuve qui nous dit qu'il faut continuer à protéger nos ressources, les milieux aquatiques et l'eau, pour garantir nos ressources à long terme. Les milieux aquatiques, on aura l'occasion d'y revenir pour parler de biodiversité. On a Claire Rousseau qui nous regarde, Maximilien Anger, qui nous parle de sa Normandie natale et qui nous parle de l'état des forêts, notamment l'état de la forêt de Lyon, qui est devenue vide, où, comme il le dit, 2-3 arbres se battent en duel, c'est cruellement affligeant. Donc on a encore là-dessus le domaine forestier, ce sera un des sujets qu'on abordera pour parler de biodiversité. L'impact des éoliens sur la pêche offshore, on pourra peut-être en dire un mot. Hubert? Oui. Alors d'abord... j'ai participé à tous les débats sur l'éolien offshore, bien sûr. La mer, c'est un bien commun et tout le monde a l'accès à la mer et donc il faut arriver à ménager les usages et c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en mer. Il y a bien sûr les pêcheurs, il y a aussi la marine nationale, il y a l'éclapage de sédiments, il y a des dragages de gravières, etc. Donc, beaucoup de monde s'intéresse à la mer. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de concilier les usages et de trouver, je ne vais pas dire la meilleure solution possible, parce qu'il n'y en a pas une qui, par magie, va convenir à tout le monde, mais de trouver la moins dérangeante, d'accord, la moins mauvaise.
Alors, concernant les pêcheurs, j'ai beaucoup discuté avec les pêcheurs. Bien évidemment, le pêcheur dit, bon, c'est un métier formidable, très dur, je le reconnais. Et les pêcheurs nous disent, écoutez, votre affaire là d'éolien, ça nous ennuie. Alors, ils ne le disent pas partout, mais si on prend par exemple Dieppe le Treffort, où l'opposition est très forte, le pêcheur vous dit, avec ça, je ne peux plus pêcher. Alors, je crois qu'il faut, là encore, calmement étudier les positions. Je rappelle que l'ennemi numéro 1 de la pêche en ce moment, et vous le savez tous, parce qu'on en a parlé avec Jersey et Guernsey, c'est le Brexit. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, et là, je vais jouer encore l'écologie. Le deuxième effet dévastateur, ce sont les navires-usines qui viennent en Manche. Un navire-usine, ça pêche autant que 60 chalutiers. Pourquoi, lors de la négociation du Brexit, on n'en a pas profité entre Européens pour dire que la Manche était une mer bordière et qu'elle était destinée à la pêche artisanale côtière et qu'on ne voulait pas voir ces navires-usines qui alors là, bousillent des tonnes de poissons, et quand ce n'est pas des poissons qui sont rentables pour la commercialisation, ils sont rejetés à la mer. Donc moi, je suis furax contre ces navires-usines, je vous le dis. Et puis la troisième chose, effectivement, c'est la modification du milieu. Il peut y avoir des inquiétudes, mais je le rappelle, les inquiétudes sur le bulot qui remonte vers le nord ou la coquille qui pourrait se déplacer, ces inquiétudes, elles sont liées au réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va nous permettre de stopper le réchauffement de la mer et donc la migration des espèces ? C'est tout simplement qu'on trouve des moyens de produire l'énergie dont nous avons besoin sans produire de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'on retombe. Je pense qu'il y aurait moyen de tous nous réconcilier. Ça va prendre un peu de temps. Mais lorsque les premiers parcs, parce que je rappelle quand même que sur les parcs éoliens, il y a quand même un truc extraordinaire. D'accord ? Jean-Louis Borloo, qui était un type que j'aime beaucoup, puisque j'étais avec lui lors de la fondation de l'UDI, Jean-Louis Borloo avait lancé le projet éolien offshore. Bon, pendant 12 ans, il ne s'est rien passé alors qu'on avait décidé de le faire. Il y a 5 ans, les Anglais ont décidé de faire des parcs éoliens, les parcs tournent. Donc, nous, en 12 ans, on n'est pas capable. Eux, en 5 ans, ils font. Donc, à un moment, il faut qu'on se pose la question sur est-ce qu'on est bien efficace dans notre action publique. Ça, c'est une chose. Il faut absolument, dans notre idée, qu'on arrive à concilier les usages et qu'on ne dresse pas une catégorie contre une autre. Donc, c'est tout le travail que nous menons. Le plus gros travail semble effectivement de faire converger les intérêts écologiques avec les intérêts économiques. Merci beaucoup. Non, mais attendez, si jamais on arrive, comme on en a l'idée, de faire un chalutier qui fonctionne à l'hydrogène et que cet hydrogène soit fabriqué dans le port même où sont basés les chalutiers avec une coopérative qui appartient aux pêcheurs et qui donc peuvent pêcher non seulement en ayant un carburant gratuit, c'est 50% du prix de la marée, le carburant, pour un pêcheur, qu'ils aient donc un carburant très peu cher puisqu'ils le produisent eux-mêmes de manière autonome, et puis que derrière, bien évidemment, leur chalutier en mer ne rejette aucun gaz à effet de serre. Or, pour le moment, tout le monde marche au fioul. D'accord ? Donc, on voit bien que là, il y a une nouvelle façon de faire, et bien évidemment, nous soutenons la pêche artisanale. La région est bien dans le respect des normes européennes, où on ne doit pas subventionner une activité économique sous peine de concurrence déloyale. Mais soyez bien certains que le président Morin fait le maximum autorisé par la loi pour les pêcheurs. La pêche est effectivement un gros sujet qu'on n'a malheureusement pas le temps d'aborder en profondeur. Mais en tout cas, merci à Sacha Devillers pour cette question intéressante. On a également Maximilien Angers qui revient sur les propos d'Hubert tout à l'heure, qui nous dit que bien manger n'est pas difficile. Des produits de saison, des produits locaux, voilà. Pas forcément bio, mais de circuit court, c'est facile. Et le cuisiner nous-mêmes, réduire au maximum la nourriture industrielle, ce sont effectivement des pratiques à mettre en œuvre. Je peux intervenir sur ça ? Bien sûr. Parce que très souvent, quand on parle de bien manger, on incite les gens à cuisiner, à acheter des produits bruts. C'est l'idéal. Mais je trouve que c'est très, très réducteur d'inviter les gens à cuisiner, sinon rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe aussi c'est aussi de notre rôle de faire cohabiter des aliments transformés et des plats
préparés et transformés, mais de qualité. Et c'est pas bien de les opposer en disant soit on mange, enfin d'abord de culpabiliser les habitants en leur disant vous achetez des trucs tout faits, c'est nul, vous êtes flemmards, vous donnez à manger de la merde à vos enfants. Vous devriez faire un bœuf bourguignon tous les soirs qui cuit pendant 4 heures. C'est pas bien du tout. Voilà, et c'est pas une honte d'avoir une vie bien remplie, d'avoir 2 parents qui travaillent, qui rentrent tard, qui ont des activités extra-professionnelles et des enfants qui ont des activités extrascolaires. C'est pas une honte d'avoir une vie bien remplie et de pas avoir le temps de cuisiner. Et une de nos missions, c'est aussi d'encourager la transformation en plats préparés de qualité, et c'est ce qui se fait beaucoup à travers toutes les aides qui ont été faites lors de cette mandature qui s'achève dans les outils de transformation à la ferme. Et c'est vraiment important de le souligner parce que d'un point de vue social, c'est pas bien de culpabiliser les gens en leur disant cuisiner, sinon c'est pas bien. On a le droit de ne pas avoir le temps de cuisiner et pour autant on ne doit pas se priver de plats préparés. Et il faut qu'on encourage les plats préparés de qualité avec des produits locaux. Merci beaucoup. Ça rejoint effectivement le sujet de tout à l'heure qui était de aider les entreprises et l'industrie à être plus sobres. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Stéphanie. Je disais simplement, la cuisine, ça peut être aussi un mode d'éveil au sens et à la qualité Absolument. des produits. C'est évident, mais c'est par rapport au message qui était... On remercie en tout cas tous les participants qui nous posent des questions, qui réagissent. Étant donné que l'heure tourne, on va passer à notre 3e partie sur la biodiversité. Et je vais me tourner d'abord vers Didier Ferré pour vous demander par quels moyens peut-on protéger cette biodiversité. Et je vous poserai surtout la question concernant la faune sauvage. Quelles sont les espèces les plus en danger et comment les protéger mieux ? Alors les plus en danger aujourd'hui, c'est connu par tout le monde, c'est effectivement les oiseaux. Donc, où il y a eu une hécatombe en termes d'espèces différentes. Et en fait, on ne peut retrouver la présence des animaux qu'à partir du moment où on recrée les milieux. Et donc, tout à l'heure, on parlait des haies bocagères. C'est un des endroits où il y a le plus de biodiversité concentrée. Et donc retrouver effectivement des biotopes qui correspondent effectivement aux habitats des animaux, c'est effectivement le seul moyen de retrouver de partir à la reconquête des spécimens et des espèces. Merci beaucoup. Et pour tous les spectateurs qui nous regardent, quelles sont les petites pratiques du quotidien que l'on peut adopter ? J'ai entendu parler récemment de l'utilité de laisser des bols d'eau à l'air libre dehors pour les oiseaux. Est-ce qu'il y a des petites pratiques du quotidien comme ça qui peuvent aider ? Alors dans les pratiques du quotidien, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. C'est la qu'on La mauvaise, c'est de nourrir en permanence la faune sauvage. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, on a l'impression de partir vers le positif. Et en fait, on génère des endroits pathogènes. Une mangeoire, par exemple, c'est un endroit où il va y avoir concentration de spécimens. Et en faisant une concentration de spécimens, on a une concentration de pathogènes. Et au bout d'un moment, eh bien, on a des hécatombes sur les mangeoires. Donc ça fait partie des choses qui... Le nourrissage des oiseaux l'hiver... Enfin, le nourrissage des oiseaux n'a de sens que l'hiver, par temps froid et de façon très réduite, très courte. Donc voilà, donc ça, c'est la mauvaise idée, c'est effectivement le nourrissage. En revanche, je ne parle pas, effectivement, j'ai failli oublier le nourrissage, j'allais dire, accidentel du hérisson avec les croquettes à chat. Donc déjà, ne nourrissez pas les chats de façon importante parce que je vais mettre plein de gens à dos, mais les chats, si vous les nourrissez, ils prolifèrent et puis en fait on ne résout pas le problème. Donc ça, c'est une chose importante. Et malheureusement, si vous mettez des croquettes à chat à la portée des hérissons, ils sont dotés d'éléments appétants et donc ça les attire. Il mange et pour le hérisson c'est pas du tout son menu, donc c'est pas bon pour lui et ça c'est peut-être une des causes des pathogènes qu'il a aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est les mauvaises idées. En revanche, les bonnes,
c'est de créer des gîtes de toutes sortes. Que ce soit des gîtes à oiseaux, des gîtes à hérissons, voilà. Et donc, en fonction des endroits où on souhaite développer des espèces, eh bien, mettez en place des gîtes appropriés. Très bien. Merci beaucoup Didier. Je vais maintenant me tourner vers l'autre Didier. Juste Pardon. une chose. D'accord. Attends. Si on veut faire, on s'adresse à ceux qui nous regardent, hein, si vous souhaitez faire un gîte, sur le site du chêne, on peut trouver des indications. Alors, il y en a partout. Donc effectivement, nous on en fabrique, on fait même des ateliers de gîtes, des gîtes à insectes, des gîtes à oiseaux, donc des gîtes à chauve-souris. La chauve-souris est un animal extrêmement important. Donc voilà, on fait ce genre de choses. Bon, effectivement aussi sur Internet, il y a beaucoup de choses qui existent. Ne pas oublier, quand on met un gîte, la bonne orientation. Donc ça c'est super important. Et puis éviter aussi le mettre dans les bonnes conditions pour pas que l'animal qu'on est censé, qu'on souhaite vouloir abriter, soit prédaté trop vite. Donc, voilà. Très bien. Merci. Donc comme je le disais, je me tourne vers l'autre Didier, toujours sur le sujet de la biodiversité. Et je vais poser un petit peu la même question qu'à Didier Ferret, mais sur une autre dimension. Quels sont les territoires les plus sensibles? On parlait tout à l'heure des milieux aquatiques, on parlait de la forêt. Quels sont les dangers majeurs et quels sont les moyens de sauver finalement ces territoires et cette biodiversité? Je vais répondre à ta question, mais d'abord, je vais envoyer un message personnel à mon épouse. Le soir, tu ranges la mangeoire du chat. Parce que ça fait longtemps que je dis que pour le hérisson qui vient tous les soirs, c'est pas bon, mais là, c'est un spécialiste qui vient de te le dire. D'accord? J'espère que tu nous regardes. Bon, sorti de cette plaisanterie personnelle, tu sais, la biodiversité, c'est un équilibre. Il n'y a pas de secteur plus ou moins fragile. Tout est important. La biodiversité, c'est un équilibre, et c'est un équilibre qui est très fragile et qui regroupe tous les êtres vivants, les plantes et nous. Le moindre petit écart peut être dramatique dans le temps. D'accord ? Donc, bien sûr, il faut protéger les zones humides. Bien sûr, il faut protéger la forêt. La forêt, d'ailleurs, où on travaille beaucoup avec l'Office national de la forêt et on travaille beaucoup aussi avec la Fédération régionale des communes forestières. Certaines essences qui sont locales risquent d'être appelées à disparaître dans les 20-30 ans à cause du réchauffement climatique. Donc, tout évolue et il faut essayer de maintenir cet équilibre. Alors, comment est-ce qu'on maintient cet équilibre? C'est par de la reconquête. Moi, j'ai une idée que j'ai soumise à Hubert et à Stéphanie. On a des collectivités, des associations qui font des travaux remarquables en Normandie. Il faut montrer, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il faut montrer ce qu'ils font. C'est par l'exemple qu'on peut aller plus loin. Mais on peut aussi aller encore plus loin. Alors moi, je soumets l'idée. On a créé au sein de la région des aides pour certains critères sociaux, certains critères environnementaux. Pourquoi ne pas aller plus loin et voir d'un œil bienveillant, pourquoi pas avec un soutien, une prime au financement, pour des projets, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de développement des communes, dès l'instant où il y a un volet biodiversité suffisamment remarquable. Pourquoi pas aller dans ce sens-là? C'est par l'incitation, c'est par l'exemple. Moi, je suis persuadé que l'on pourra aller vers une reconquête concrète de la biodiversité. Et j'en reparle encore, mais l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable est là pour vous aider, est là pour aider les collectivités, pour donner des conseils, pour animer les réseaux, pour inciter les entreprises à venir présenter des projets. Donc, je suis désolé de répondre directement à ta question, mais tout est important. Recréer des corridors écologiques. On a des puits de biodiversité, de place en place. Arriver à recréer des corridors pour que les espèces puissent aller de place en place. Ça, on commence à le faire dans les PLU, dans les SCOT. Ça commence à venir. Aidons à aller encore plus loin. Voilà, mes chers futurs conseillers régionaux, l'idée que je vous passe. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis? J'aimerais souligner l'importance de prendre en compte qu'il s'agit de temps long.
de temps très long pour toutes ces actions que tu cites, puisque les citoyens qui prennent progressivement conscience de l'urgence écologique, ils sont dans une espèce soit de peur ou d'impression que ça ne va pas assez vite. Et je trouve qu'on nous le reproche beaucoup, à la fois en tant qu'agriculteurs, mais en tant qu'élus. Ça nous est reproché, l'impression des citoyens qu'on ne fait pas les choses, qu'on n'agit pas et qu'on n'a pas pris conscience de l'urgence. Et c'est important d'expliquer que en agriculture ou dans le domaine forestier ou dans la restauration des zones humides ou dans la pousse d'une haie, on parle en décennies ou au moins par tranche de 4 ou 5 ans. Mais les projets, entre le moment où on les met en place et le projet où ils sont tangibles et perceptibles par les citoyens, le temps est long. Donc souvent, les citoyens ont l'impression que les élus ne font rien. C'est pas qu'on fait rien, c'est que ça se voit pas encore et qu'il faut être patient et que ça ne peut pas se faire dans l'urgence parce que le cycle de la nature, est sur du temps très très long. C'était important, je trouve, de le rappeler. On peut pas, une forêt, elle met plus de temps à pousser qu'on a pris de temps pour la couper. Et pareil pour une haie. C'est la décision qui est urgente. C'est absolument. Et je me permets justement de rebondir là-dessus pour avoir une pensée à Laurent Martin, qui est également conseiller régional et qui a la charge du parc Normandie-Maine, qui nous parlait d'un petit vallon dans ce parc qui a été totalement façonné par l'élevage et qui est redevenu une forêt après que les éleveurs locaux aient cessé de faire pâturer leurs bovins là-bas. Et ça me permet de faire une petite transition pour ma dernière question, puisque l'heure tourne. Parler du rôle de l'agriculture. Excuse-moi, là j'en ai vraiment pour 10 secondes. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de citer les parcs naturels régionaux comme des partenaires hyper importants de tout ce que l'on vient d'évoquer, qui sont également membres de l'Agence normande de la biodiversité. Mais bon, je m'en veux de les avoir oubliés. Je m'en serais voulu encore plus de ne pas avoir coupé la parole pour le dire. D'accord. Surtout qu'on en a 4. Mais oui, mais oui. Ils ont effectivement un rôle énorme et Laurent Martin a pu nous en parler avec passion et avec beaucoup de compétences, donc je le salue, on a une pensée pour lui. C'est quand tu as cité son nom que je me suis dit, les parcs. Je me fais regueuler par Laurent. Non, pas que par lui. Ah non, il est vigilant, oui. Et donc j'en viens à ma question justement sur le rôle de l'agriculture dans la préservation des biodiversités. Et j'aimerais, Stéphanie, que vous, si vous l'acceptez, nous présentiez un petit peu l'activité de votre élevage, son rôle dans la préservation des prés salés, dans son évolution, etc. Je pense que c'est un moyen pour nous de finir sur une touche concrète, de vraiment comprendre le lien entre politique publique, élevage et biodiversité. Avec joie, parce que c'est mon sujet préféré, donc il faudra me faire taire à un moment. Mon mode d'élevage est particulier puisqu'il consiste à faire pâturer un troupeau de moutons dans les prés salés. Les prés salés, ce sont ces grandes prairies littorales qui sont recouvertes par la mer tous les mois au moment des grandes marées. Les prés salés, ça appartient au domaine public maritime. C'est donc un bien commun. Ce sont des espaces collectifs qui sont accessibles à tous. Nous, les éleveurs de moutons, on a l'autorisation d'y faire pâturer à certaines dates un certain nombre de moutons. Mais ce sont aussi des espaces de balade, des espaces de contemplation, des espaces de chasse, des espaces de balade à vélo ou à cheval, des espaces où on peut faire du kayak en grande marée. Ce sont des espaces en fait à plusieurs portes d'entrée. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'ils ont aussi une fonction naturelle très forte, évidemment. Ils sont souvent sur des couloirs de migration d'oiseaux. Ce sont des zones de production primaire dans lesquelles on a les premiers petits insectes qui eux-mêmes vont se faire manger par les petites chauves-souris qui vivent à 10 km à la ronde, qui elles-mêmes vont avoir une influence sur toute la biodiversité dans un rayon plus large. Et on est donc à la base d'un espace qui rayonne. Et ce sont des bons exemples puisque sur ces espaces de prés salés cohabitent différents types d'activités, de l'activité économique par la production d'agneaux de prés salés, de l'activité de loisirs par la chasse, le sport et la balade et la contemplation, et une utilisation aussi, enfin pas une utilisation, mais un rôle dans la chaîne alimentaire locale et dans la biodiversité qui est très forte. Et enfin, un rôle territorial puissant, puisque les prés salés sont des marais qui protègent l'intérieur des terres des gros coefficients de la mer, en gros des submersions. Donc on a effectivement en une unité de lieu plein d'utilisations harmonieuses par l'homme, pour la nature et pour la production alimentaire et pour le loisir.
Donc c'est un bon exemple et je te remercie de m'avoir permis de le citer comme exemple réussi de cohabitation. Mais c'est bien naturel et je tenais justement à en parler parce qu'on a été totalement subjugué par la visite du Pré-Salé où tu as tes moutons. Et ça marche aussi pour les marais, ça marche pour la lande, ça marche pour les dunes, ça marche pour les digues, puisque les digues sont des ouvrages humains qui servent à préserver le littoral de la montée de la mer, mais qui peuvent avoir ces triples entrées ou ces quadruples entrées dès lors qu'on prend les bonnes décisions de gestion. Et c'est vraiment toute l'importance que ces décisions de gestion ne soient pas prises que localement, mais qu'elles soient prises avec une vision un petit peu plus large, un peu plus harmonieuse dans la coordination avec les acteurs locaux, puisque c'est bien les acteurs du territoire qui sont capables de dire voilà comment la digue se comportait il y a 10 ans et il y a 20 ans et il y a 50 ans, voici quelles sont les utilisations locales, voici quels besoins en ont les agriculteurs locaux. Donc c'est toute cette transversalité qui, je pense, relève vraiment de notre mission et de notre rôle de faire des va-et-vient entre le super local et entre la décision un petit peu plus panoramique. Il y a justement un des acteurs de cette transversalité qu'on n'a pas encore abordé, mais on n'a malheureusement pas vraiment le temps. Et c'est celui de la chasse. La chasse joue un rôle dans la biodiversité. Est-ce qu'elle régule Alors, écoutez, là-dessus, je vais faire la transition avec Stéphanie. C'est une très bonne question. Il se trouve que je préside le conseil d'administration national du Conservatoire du littoral. Et la méthode qui est employée est celle que tu décris, c'est-à-dire de concilier les usages et de se mettre d'accord par convention sur la façon dont on gère un espace humide. Donc nous avons par moment au Conservatoire du littoral des conventions avec des éleveurs, avec bien évidemment un certain nombre de règles qu'on impose au Conservatoire du littoral, mais qui sont acceptées par tous, qu'il n'y ait pas d'intrants, etc. Et puis, nous avons des espaces qui sont confiés au GON, c'est-à-dire au groupe ornithologique normand, d'autres à la LPO, et enfin les fédérations de chasse, qui sont des acteurs du territoire. C'est une activité traditionnelle, et donc il n'y a pas de souci pour passer des conventions d'utilisation ensemble. Et ça, franchement, avec le Conservatoire du littoral, nous arrivons toujours à des accords qui satisfont tout le monde. Donc, encore une fois, c'est pas en se griffant les yeux en disant ce territoire est à moi ou à moi, etc. C'est vraiment la méthode que nous employons. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on a planché sur un manifeste. C'est cette méthode-là qui nous permet d'arriver à réussir à travailler ensemble. Et c'est cette méthode-là qui est couronnée de succès. Voilà. Donc, plutôt que de stigmatiser l'un ou l'autre, il faut qu'on avance ensemble. Et donc, je ne sais pas si on arrive un peu au terme de cette séance, mais on a planché sur quelles étaient les raisons de notre action et les valeurs sur lesquelles elle se fondait. Et nous avons rédigé un petit manifeste de l'écologie pour une écologie positive. Tous, on est tombés très vite d'accord. Nous n'aimons pas une écologie. Nous considérons d'abord que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Hein. C'est pas l'exclusivité d'un parti politique quelconque. C'est vraiment l'affaire de tous. Tous les Français et tous les Normands sont prêts à faire des efforts en matière d'écologie. Franchement, on le sent. Tout le monde est prêt à dire je veux bien aider pour l'écologie. Donc, profitons de cette dynamique-là. Et arrêtons tout ce qui est punitif, dogmatique, stigmatisant, etc. Ça peut être pragmatique, intéressant, enthousiasmant, et parfois même satisfaire des besoins un peu épicuriens d'une belle balade dans la nature, d'un bon repas avec des produits sains. Tout ça se retrouve dans notre concept d'écologie positive qui n'est pas opposé au développement, mais qui veut simplement un développement qui respecte les principes de l'environnement. Voilà. Merci Hubert, et je vais donc dire le mot de la fin. Vous l'aurez compris durant cette table ronde, l'environnement est l'affaire de tous, jeunes, moins jeunes, Normands, tous les Français, le monde entier. Et il y a une chose que je retiens particulièrement, c'est que l'écologie est une affaire de pragmatisme. Ce n'est pas une affaire idéologique, c'est une affaire à mener avec des professionnels, avec les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs, les élus, les experts scientifiques qu'on a notamment au GIEC. Et c'est un défi finalement, mais qui est effectivement très enthousiasmant lorsqu'on souhaite le relever. Je tiens donc, pour finir, à remercier chacun des intervenants qui sont ici. Stéphanie Maubé, qui, je le rappelle, est maire de l'Essai dans la Manche, qui est éleveuse de moutons de Pré-Salé, toujours à l'Essai, et candidate à l'élection régionale sur la liste manchoise d'Hervé Morin.
Remercier Hubert de Jean de la Bâtie, vice-président de la région Normandie en charge de l'environnement, la mer, le littoral et l'énergie, maire de Sainte-Adresse en Seine-Maritime, président du conseil d'administration du Conservatoire du littoral et ancien professeur d'histoire-géographie. Remercier Didier Ferret, qui est conseiller municipal d'Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime et président de l'association du Chêne qu'on a eu le temps de présenter. Et enfin, remercier Didier Peralta, conseiller régional, président de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable et maire de Gruchy-le-Valas, je précise, en Seine-Maritime, Gruchy-le-Valas en Seine-Maritime. Et enfin, vous remerciez vous, Normandes et Normands, pour nous avoir suivis, pour avoir participé à cette table ronde, qui était la dernière de notre première série, mais d'autres viendront très bientôt, soyez rassurés. Merci beaucoup, au revoir.